Memphis Depay qui va rentrer, qui a de la frappe. Quel but! Oh, quel but! De la frappe. Memphis Depay, héros de ce lion de Paris Saint-Germain. Incroyable! 1-0! Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète! Bonsoir à tous, bienvenue dans Let's Go. Merci d'être avec nous ce soir avec encore un très bon invité, un grand supporter de Lyon est avec nous ce soir, c'est Alban Pellegrin. Salut Alban. Salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc au sommaire ce soir, on va débattre avec toi sur les départs imminents de Depay et d'Aouar. On va parler de la future place aussi des jeunes pour la prochaine saison, du possible investissement étranger à Lyon et enfin de la discorde, la fameuse entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Heureux. Mais avant ça, Alban, il y a Antoine qui a préparé une petite interview. Bonjour okay. Antoine. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alban. Salut Antoine. Alors, on t'a découvert grâce à Koh-Lanta, le reportage aussi amateur sur JQ où tu avais été tester la boxe thaï directement en Thaïlande. T'as aussi été un des premiers à nous soutenir pour le Gondor, donc on t'en remercie déjà. Et puis voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Alban pour ceux qui nous écoutent, et puis pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins? Alors qui est Alban, le plus important à dire, c'est que je suis né à Lyon 8 le 21 décembre 86, hein, et fièrement donc lyonnais de naissance et de cœur. J'ai eu la chance, voilà, comme vous l'avez dit, de participer 2 fois à Koh-Lanta. Et derrière de pouvoir vivre une nouvelle expérience, parce que quand on vit Koh-Lanta, on a la chance de vivre l'aventure d'une vie, mais des émotions qui sont dures à retrouver. Et justement, c'est des émotions qu'on a vécues dans les années 2000, de 2000 à 2010 avec l'Olympique Lyonnais. C'est justement ce genre d'émotions qu'on recherche dans la vraie vie. Et sur la chaîne YouTube de JQ, Amateur, c'est ça. On fait découvrir un sport à travers la culture du pays. Donc le premier pays était la Thaïlande, avec la boxe thaï comme défi. Et bientôt, on va partir pour une saison 2. Enfin, on devait partir pour une saison 2 le 12 avril, mais c'est reporté à cause de tout ce qui nous arrive. Mais voilà, ce n'est que partie remise. Bon, on te souhaite une belle aventure alors. C'est gentil. Qu'est-ce qui t'avait poussé un peu à participer à Koh-Lanta lors de ta première participation? Parce que lors de la deuxième, on sait qu'ils t'ont sûrement recontacté, mais lors de la première édition, pourquoi tu pars pour Koh-Lanta? Oh, l'émotion. On est justement à la recherche de vivre des choses. On est un monde un monde très connecté. Hein. Quand je vois tout ce qui nous entoure, Instagram, Twitter et autres, on se demande de quelle manière on peut découvrir le monde. Il y a une jolie phrase qui se dit pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Donc c'est vrai qu'il y a le voyage pour ça, mais Koh-Lanta, c'est une aventure tellement unique que j'avais envie d'apprendre beaucoup sur moi-même. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à une claque pareille, parce que c'est 4 fois pire en vrai qu'à la télé, et c'est ce qui a rendu cette aventure aussi unique qu'incroyable. Donc, après, alors on va passer sur le plan un peu plus personnel. T'es oui. Donc né à Lyon, comme tu nous le dis, donc du coup oui. Tu suis l'OL depuis tout petit. Exactement. Moi, c'est ce que je disais dans une interview à SoFoot il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de naître en 1986, arrivé de Jean-Michel Aulas un an après. Et c'est vrai que je suis né avec un ballon doré dans la bouche, parce qu'on a connu assez rapidement de belles émotions. Dès les années 2000, on sentait que l'Olympique Lyonnais était en train de passer un cap. Et puis voilà, une Coupe de la Ligue, 7 titres de champion de France, des soirées de Ligue des Champions assez incroyables et mémorables. Et bon, ensuite avec la petite chute qu'on a connue, mais c'est parce qu'on était très gourmands. Voilà. Bon alors, on oublie la chute, et si tu dois retenir un match de l'OL, Gerland ou Parc OL au choix, lequel? Gerland, je retiendrai le match que j'ai eu la chance de vivre avec mon frère, le match du premier titre, Lyon-Lens. Voilà, j'avais acheté les places à mon pion à l'époque, je les avais achetées 150 francs, ce qui représente quand même une somme, hein. C'était en virage sud supérieur. Et c'est vraiment l'achat que je regrette le moins aujourd'hui. J'ai eu la chance de vivre cette émotion avec mon frère, de repartir avec un bout de pelouse, comme beaucoup de supporters qui étaient sur place. On était allés sur la pelouse, on était reparti avec notre pelouse que j'avais essayé de conserver quelques semaines. Mais c'est le match le plus incroyable que j'ai eu la chance de vivre d'un point de vue émotionnel. Je me souviens encore
des vibrations quand Greg Coupet rentre pour s'entraîner, sachant qu'il rentre 45 minutes avant. Le stade était déjà plein, une ambiance incroyable. J'ai revu un petit documentaire sur Canal+, il n'y a pas longtemps, justement, pour reparler de ce premier titre et de ce match. C'est frissonnant, frissonnant. Donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On a dû le vivre en plus à quelques mètres l'un de l'autre, puisque moi c'était mon premier match et j'étais aussi au virage chute supérieur. Ah ben voilà. 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 Donc tu vois. Ah non, c'est vraiment, puis Gerland, quoi, toute la symbolique de Gerland. J'adore le Parc OL, mais c'est vrai que c'était... Et au Parc OL, t'as pas un match qui t'a marqué particulièrement Si, depuis bah, c'est celui qu'on a vécu cette année, où ça faisait très longtemps que j'avais pas autant hurlé. Je pense que j'ai retourné, j'ai eu la chance d'être invité en loge, mais c'est vrai qu'ils se sont demandé qui était ce taré qui hurlait. C'était pour Lyon-Juve, quoi. Quel match! Quel match! C'est cet OL que j'aime, quoi. C'est cet OL qui est capable de nous faire vibrer. C'est ce Guimarães qui incarne pour moi le futur et ce qu'on attend justement des joueurs de l'OL, c'est-à-dire qui moulent le maillot et qui en même temps apportent une technicité, une petite folie. Donc c'est vrai que ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu et frissonné autant que ce match aller. Ce n'était qu'un match aller, mais ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Bon, pour un supporter passionné comme toi, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le football pendant le confinement, pas de foot du tout, ou le football pendant Koh-Lanta où tu sais qu'il y a des matchs qui se déroulent et on sait qu'à Koh-Lanta vous avez zéro info. Donc c'est quoi le plus dur? C'est qu'il n'y ait pas de foot ou de pas savoir ce qui se passe? Oh non, le plus dur c'est qu'il n'y ait pas de foot, parce que de pas savoir ce qui se passe, on sait qu'on l'apprendra après. Donc c'est pour ça que c'était pas trop gênant, sachant que mais les deux fois, parce que moi j'ai tourné fin 2014 et fin 2017, et à chaque fois quand j'ai quitté la France, l'OL était en mauvaise passe, et à chaque fois que je suis revenu, l'OL avait fait des exploits. J'ai raté en direct quand Fekir écrase les Stéphanois dans le chaudron et sort son maillot. Mais quel plaisir de voir ces images après. Donc non, le plus dur, c'est d'être un peu en manque de foot, voilà, parce que c'est sûr que c'est quand même des belles émotions, Donc quel dommage, mais la santé avant tout. Voilà. En tout cas, merci pour ces réponses. Merci à toi, Antoine, pour l'interview. On va faire un petit jeu, Alban, avant de débattre, si tu le veux bien. Alors, c'est sur la base de Koh-Lanta. Fais gaffe, parce que si je perds, je peux partir. Oh, t'inquiète pas, tu vas pas perdre, tu vas pas gagner. En fait, je vais te donner un profil type d'un aventurier de Koh-Lanta, tu vois. Et tu vas devoir me donner un joueur de l'OL actuel, ou encore, on va dire, de l'année dernière, qui, selon toi, correspond le plus à ce rôle. Ok. Donc on va commencer avec genre le grand stratège, comme un peu Régis cette année. Pour toi, quel Lyonnais actuel pourrait avoir ce rôle? Actuel, hein, donc j'ai pas le droit de parler de Lyonnais passé, hein, le grand stratège. On va dire vraiment de ces 2 dernières années. Allez. Oui, bah le grand stratège, moi je dirais Marcello, parce que Marcello, c'est un grand stratège dans le sens où le public ne l'aime pas, mais il est aimé de ses coéquipiers. Donc ça me fait un peu justement penser à Régis cette année, c'est-à-dire que le public, les téléspectateurs ont un peu une dent contre Régis, mais on s'aperçoit que Régis, lui, est très apprécié de ses coéquipiers, et on s'est aperçu que, comme l'a fait Memphis en s'en prenant un supporter, que Marcello était aimé. Donc ça veut dire qu'il doit avoir quand même une voix qui porte. Il a eu un passage assez important à Beşiktaş, donc on sent que c'est quand même quelqu'un qui a eu un charisme et une aura de stratège. Voilà. C'est vrai que c'est pas faux. Si on doit trouver le Théoura, #Claude, le mec qui gagne toutes les épreuves. Ah, le Théoura, c'est une bonne question. Le Théoura, je mettrais Deneyer. Pourquoi? Parce que c'est la force tranquille, Théoura. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on respecte comme Deneyer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une légitimité incroyable d'avoir ce brassard de capitaine, et pourtant c'est pas quelqu'un qu'on imagine gueuler sur ses partenaires. C'est quelqu'un qui est très rassurant et qui nous a fait quand même qui nous a fait vraiment plaisir ces 2 dernières années en défense. Ça faisait très longtemps, et c'est d'ailleurs très dommage qu'il n'arrive pas à trouver sa paire à côté. On avait cru avec Andersen qu'il allait le faire, mais voilà, Théoura, on va dire Jason Deneyer. En plus, ils ont tous les deux les cheveux longs, donc voilà, pour la queue de cheval, ça va très bien, quoi. Le discret qui, malgré tout, au final, se glisse d'ailleurs en finale. Oh, bah je dirais Aouar. Aouar, c'est notre petit Samanou, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui impressionne, c'est celui qui a déjà du talent avant même de toucher le ballon, et qui arrive en plus à nous faire prendre du plaisir, et qui a encore cette jeunesse. Donc
la jeunesse fait qu'il fait des bêtises, mais que on lui pardonne tellement il est talentueux et impressionnant. Ah bah, on va en parler de Sam d'ailleurs, si on pouvait trouver le Sam, mais du côté vraiment du profil, le mec vraiment ultra préparé quoi. Ah bah c'est Memphis Depay. Je pense que Memphis Depay est un féru de travail. On sent que c'est quelqu'un, on l'a vu d'ailleurs dans sa préparation, elle faisait peur, hein, pas sa préparation, quand il est en train de se remettre de sa blessure, on avait peur parce qu'il allait quand même extrêmement vite, mais on sent que c'est un bosseur qui a une hygiène de vie qui est vraiment presque impeccable. Mais c'est vrai que voilà, je mettrais Memphis en comparaison de Sam. C'est quelqu'un qui est très préparé et qui n'a pas peur des grands rendez-vous. Et si on devrait trouver le Alban, tu vois, le mec vraiment vraiment sympa, mais au final, il finit par se faire jeter par ses potes. Le mec vraiment sympa qui se finit par... Alors, celui qui se fait jeter et qui est sympa, j'ai l'impression que c'est Lucas Touzard. Parce que Lucas Touzard, on lui en veut pas. C'est juste il a fait des performances et surtout, il n'était pas forcément dans le projet de Juninho, mais c'est quelqu'un qu'on a apprécié. C'est quelqu'un qui je pense que c'est un vrai combattant, Lucas Touzard, mais que malheureusement, il n'avait pas sa place... il n'a pas sa place dans cette équipe ou dans l'ambition qu'on avait. Donc voilà, je pense que Lucas Touzard va se révéler en Allemagne et on lui souhaite surtout plein de bonnes choses. Voilà. Et enfin, si on devrait trouver à Lyon le vainqueur final, tu vois, celui qui reste sur les poteaux pendant 5h32 minutes. Oh bah le Gaune, Anthony Lopez, tout simplement. Parce que c'est celui qui a démontré tout son amour pour l'OL. Il est lyonnais. On l'aime, je sais que chaque année on se pose la question de potentiellement un retour un jour, un retour, il n'a jamais vécu là-bas, mais retourner dans ses racines natales, qu'est le Portugal, donc voilà, mais je le vois bien tenir longtemps, il fait bien le piquet devant ses cages pendant 90 minutes, alors il ne peut pas rester 5h30 sur un poteau. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous d'être présents sur le live. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la chaîne Twitch du Café Commerce OL et à réagir avec nous sur le chat. On adore toujours autant vos commentaires. Jonathan et Arnaud nous rejoignent ce soir pour débattre de l'actualité lyonnaise. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, comme je le disais au début, on le sait tous, hein, c'est presque officiel, Oussama Aouar et Memphis Depay sont sur le départ. Alban, dis-moi, est-ce que pour toi c'est un départ inévitable pour ces deux joueurs ? Non, c'est pas un départ inévitable. On est ambitieux ou on l'est pas. On a un modèle économique qui est fait que justement on se doit d'en garder un. Ensuite, pour moi c'est un jeu de poker menteur. Hein. Olas qui lâche ce genre de petites phrases, il est dans... C'est pas Memphis qui a dit ça. Hein. On a reproché d'ailleurs à Memphis les années précédentes d'avoir dit ça et au final il a toujours dit qu'il aimait l'OL et qu'il était prêt à partir pour un grand club. Et on lui a reproché à l'époque de dire mais ça veut dire quoi que l'OL n'est pas un grand club. Non, Memphis a toujours été très respectueux. C'est les journalistes qui ont toujours mis en avant des petites phrases et je pense que voilà, c'est pas obligatoire. Faudra faire des ventes, mais je crois qu'on peut encore conserver notre effectif pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Arnaud, t'en penses quoi ? Inévitable, c'est vraiment pas le mot parce que aux dernières nouvelles, on n'est pas en faillite. On n'a pas besoin de vendre des joueurs et surtout, rien n'est fixé pour la saison prochaine. Il y a encore possibilité d'avoir des coupes d'Europe et ça, je pense que ça peut jouer dans la décision des joueurs. Donc autant Dembélé, on s'est à peu près résigné à ce qu'il soit vendu cet été. Autant Memphis, s'il n'y a pas de coupe d'Europe, on peut comprendre. Mais surtout, la grosse polémique de la semaine, c'était Aouar, puisqu'on sait qu'il est censé être attaché au club et qu'il n'a pas encore fait tout ce qu'il a à y faire. Alors pour la polémique Aouar, je trouve qu'il y en a un qui quand même le pousse un petit peu, enfin qui le cite souvent, c'est notre président hein, que j'adore. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, voilà, il prépare la planche, quoi. Il prépare la planche du départ et en même temps c'est un businessman, donc on peut le comprendre. Mais c'est vrai qu'Aouar, il me fait penser un peu à Pjanic à l'époque, quoi. C'est-à-dire qu'on devait faire un choix à l'époque entre Gourcuff et Pjanic. On avait acheté Gourcuff et c'est vrai que Pjanic est parti et quand on voit la carrière qu'il a eue aujourd'hui, hein, d'ailleurs il est peut-être annoncé du côté de Barcelone. Voilà, c'est ça qui m'embête chez Aouar, c'est qu'on sent qu'il a un potentiel incroyable et ça ferait bien flic quand même de le voir s'émanciper ailleurs qu'à l'OL. Olas, il est dans ses habitudes, hein, il nous a fait toi tu parles du cas Pjanic, il y a beaucoup plus récent, il y a le cas Ndombele, hein,
Oui, dès janvier, il mettait Ndombele sur le marché. Là, en janvier, il nous a refait la même histoire avec j'aimerais bien que Aouar se montre contre la Juve parce que j'aimerais bien qu'il y joue. Enfin, on se demande à quoi il joue à ce niveau-là. Les appels du pied, enfin, c'est presque trop gros. C'est pas très. Et en plus, pour faire la montée des enchères, c'est pas forcément la bonne solution, quoi. Oh ben, je pense que c'est la bonne solution parce que justement il ne joue pas. Jean-Michel Aulas, c'est un président incroyable et quand on voit le prix qu'il a vendu Ndombele qui au final maintenant n'est même pas titulaire à Tottenham, on peut dire que quand même c'est un président incroyable. Donc non, il arrive à vendre des joueurs. Bah, aujourd'hui les prix sont un petit peu fous, hein. Mais je trouve qu'au contraire il avait très bien préparé le terrain pour Ndombele. C'était un très bon joueur de Ligue 1 et je pense qu'il va faire 2-3 matchs incroyables, mais c'est vrai qu'il était trop... on va dire qu'il n'avait pas cette régularité qui nous à l'Olympique Lyonnais, comme Aouar n'a pas, mais Aouar c'est la jeunesse, donc non, Aulas il ne joue pas, Aulas il businessise et il a raison. Après, ce qui est un peu particulier pour Aouar, c'est qu'on sait que l'été dernier, il y avait déjà une hésitation de sa part de est-ce que je reste, est-ce que je quitte l'OL. Donc là, c'est vrai que je pense qu'Aulas a compris ça, peut-être que même en interne, Aulas a peut-être accordé un bon de sortie pour l'été 2020 à Aouar et qu'on n'est pas au courant. Mais du coup, je pense que voilà, il y avait quelque part un plan, que ce soit pour Aouar ou même pour Aulas, de partir cet été. Forcément, la situation actuelle vient un peu redistribuer les cartes et ça fait que c'est peut-être un peu plus flou que prévu. Mais ce qu'il faut aussi penser, c'est que l'Euro 2020 a été décalé. Enfin, l'Euro 2020, oui, pardon, a été décalé en 2021. Donc, va s'enchaîner l'Euro puis la Coupe du Monde. Aouar, il se dit aussi, si jamais on n'est pas en Ligue des Champions et ni en Europa League la saison prochaine, comment je vais me montrer auprès de Didier Deschamps? Et je pense qu'il y a cette vraie question pour lui. Et par rapport à ça, il peut commencer à regarder aussi les offres qu'il reçoit parce que il va essayer, je pense aussi, de mettre sa carrière en avant, peut-être au projet OL qui malheureusement a tendance à stagner. Je pense pas que l'équipe de France soit. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un joueur qui a envie de toquer à l'équipe de France que de jouer en Ligue 1. Parce que malgré tout, les journalistes vont en parler 24 heures sur 24. Donc je ne pense pas qu'avoir fait des choix de partir à l'étranger soit forcément toujours très bénéfique pour un joueur qui est aux portes de l'équipe de France. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Quand il a commencé à rentrer en équipe de France, il passe un palier, là il devient potentiellement indispensable. Mais Aouar, voilà, on sait très bien qu'il a envie justement de passer un palier, mais pourquoi pas le passer avec l'OL? Donc la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est si on vend Aouar, dans quelle configuration on va jouer? Voilà. Il faut toujours repenser à ce qu'a dit Juninho quand il est arrivé avec son fameux 4-3-3. Et aujourd'hui, faut pas oublier que Memphis était blessé, que Jeffrey Adelaide aussi, et on sait très bien que JRA adore jouer au milieu de terrain. Donc potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas aussi faire partir Aouar et mettre JRA à sa place Enfin, je sais pas, c'est une question que je pose. C'est exactement ce que dit Balen, tu vois, dans le chat. Est-ce que ce serait pas un mal pour un bien pour avoir un milieu à 3 avec Guimaraes, JRA et Cacré, du coup, on parlera tout à l'heure. Ouais, sauf qu'on aura Mendes. Et peut-être relancer Mendes en le mettant dans la rotation. Et Balen, il a tout pensé. Ouais, moi, je veux bien, mais je pense qu'il a pas. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les supporters, on pense beaucoup, on veut beaucoup de choses. Et Garcia, pour l'instant, il a visiblement pas tendance à penser comme nous. Donc bon, à moins que les rumeurs du départ de Garcia qui commencent à être évoquées. Faut penser aussi à Juninho qui, voilà, comme disait Alban, Juninho est là pour ça, de donner une ligne directive. Donc si Juninho pense au 4-3-3, en effet, on sait que Juni il aime le 4-3-3. Clairement, on sait que c'est un dispositif qu'il adore. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas forcément un dispositif que Garcia affectionne. Enfin, je sais pas. Moi, on a du mal à voir en fait la construction de l'effectif parce que pour l'instant, on parle beaucoup de départs. On parle pas forcément de potentiel arrivée à part en défense centrale. Et on parle d'énormément de départs, puisque nous, aujourd'hui, on parle de Memphis Aouar, mais on sait aussi qu'il y a Dembélé qui est dans la balance, comme on l'a vu passer dans le chat. Dembélé, c'est acté parce qu'il a déjà résisté cet hiver à la demande du club, et c'était acté qu'il partirait cet été. Donc ça veut dire qu'on vend nos deux gros joueurs offensifs et un gros milieu de terrain. Traoré est annoncé aussi sur le départ. Enfin, on est en train de voir que le front de l'attaque se dilapide. Bon, au milieu de terrain, il y a de la réserve, mais devant, comment on va reconstruire, quoi? Est-ce que c'est Kadewere qui va devenir titulaire? Ouais, mais justement, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, parce que s'il y a bien vraiment
pas de place, c'est devant, quoi. Je veux dire, on a quand même recruté Karl Toko Ekambi. C'est pas encore fait. On a j'ai oublié le nom de ce Havrais qui va venir, qui a été la révélation. Kadewere. Exactement, qui va arriver. Attention, il y a du monde en attaque, hein. Donc voir partir Bertrand Traoré, faut pas oublier qu'on a Martin Terrier, faut pas oublier qu'on a beaucoup de monde en attaque. Donc s'il y a bien, je pense qu'un petit secteur où on va un peu devoir faire du ménage, c'est devant. Toko, tu le vois comme, pour toi, c'est un titulaire à Lyon, Toko Ekambi. Ça doit être un titulaire dans l'équipe que tu construis actuellement. En tout cas, quand tu me poses la question si je préfère Toko Ekambi à Bertrand Traoré, la réponse est oui. Non, mais en nivelant par le bas. Oui, mais on nivelle avec ce qu'on a. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment, si tu me poses la question, est-ce que je préférerais avoir Messi à la place, je te dirais oui. Mais aujourd'hui, on va regarder avec ce qu'on a. Et là, tu me dis que si on vend tous ceux qu'on vient de citer, ça limite énormément pour demain. Alors que je trouve que déjà... C'est pas que ça limite, c'est qu'on a du mal à voir comment on reconstruit derrière. Ah, je trouve qu'au contraire, rebasons-nous un petit peu sur le centre de formation. Construisons avec les grosses têtes. Ayons un vrai défenseur central si on n'a plus confiance en Andersen. Mais je trouve qu'on a quand même un effectif qui est bien étoffé. Un effectif qui ne devrait pas être 7e du championnat. Et surtout, il va falloir qu'on résoudre en attaque un petit peu mieux ce qui se passe. Parce que le vrai problème du recrutement de ces dernières années, c'est qu'on a recruté des attaquants et on les a mis ailiers. Enfin, je veux dire, c'est comme si à Football Manager, tu recrutais des types et qu'à chaque fois que tu les plaçais, tu voyais qu'il y a le petit rond orange. C'est-à-dire que tu les positionnes pas vraiment à leur poste. Voilà. Donc c'est un peu le problème de l'OL ces dernières années. C'est qu'on fait jouer des joueurs à ce qu'ils n'affectionnent pas. Donc à partir de ce moment-là, on fait un petit peu de ménage et ça fera pas de mal parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi, surtout avec la formation. Alban, tu vois, tu fais bien d'en parler parce que c'est de ça qu'on va parler. Place aux jeunes la saison prochaine. Est-ce que c'est pas le moment pour faire place aux jeunes quand on voit les gros noms qui vont partir? Qu'est-ce que t'en penses, Alban? Je pense qu'on est l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'on est le meilleur centre de formation de France, d'Europe et pour les plus prétentieux, on va dire, du monde. Et que donc, on ne peut pas du jour au lendemain s'asseoir sur notre formation qui nous donne à nouveau des pépites incroyables comme Cherki, comme Cacré, comme Gouiri. C'est-à-dire que ne pas avoir la possibilité de donner la chance à des joueurs comme ça, c'est terrible. Je sais plus qui disait, je crois que c'était avec vous qui disait que si on avait eu cette politique-là avec Tolisso, il n'aurait jamais joué à l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une politique un peu plus centrée sur notre centre de formation, voilà, avec des recrues extérieures. Mais je pense que voilà, on a eu une transition à l'époque avec Rémi Garde où effectivement on investissait tout dans le stade et on a dû faire avec la jeunesse. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas se baser un peu sur la jeunesse. En tout cas, je pense que les supporters lyonnais déjà seraient bien moins intransigeants parce qu'à chaque fois qu'on voit quand même ces petits jeunes jouer, c'est total régal. Oui. Ouais, vous en pensez quoi autour de la table aussi? Je suis totalement d'accord. Et puis, c'est vrai que tu parlais de Rémi Garde, Alban, et quelque part, on se retrouve un peu dans une situation où si l'OL est sans Coupe d'Europe, il va falloir commencer quand même un peu se serrer la ceinture, même si on n'est pas forcément inquiété. Mais on va devoir vendre et essayer de remplacer nos joueurs de façon assez, on va dire, maligne, entre guillemets. Et par rapport à ça, ça peut être le moment de lancer certains jeunes. Alors bien sûr, il y a Maxence Cacré, mais qui est, on va dire, déjà dans la rotation, donc je pense qu'il est déjà dans le groupe. Mais va se poser dans la rotation à 70 degrés, hein, pas plus. Hein, mais bon, il a eu l'occasion d'avoir 2-3 titularisations, donc on va au moins laisser ce crédit-là, même s'il aurait dû en avoir beaucoup plus à mon sens. Mais il y a toujours Amine Gouiri, le Amine Gouiri, qui pose beaucoup de questions, et malheureusement pour lui, il a un poste où on a beaucoup de joueurs, donc ça sera pas simple pour lui de lui trouver une place. Mais par contre, il y a forcément Ryan Cherki qui, à mon sens, même... Ah, on t'a perdu, Jonathan. Il a parlé trop fort. Il allait dire une grosse bêtise. Ouais, vas-y, on va rebondir. Hein. Il parlait de Cherki. Arnaud, qu'est-ce que tu penses de Cherki, toi? Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut lancer les jeunes, d'autant qu'effectivement, on n'a pas une génération absolument horrible. Hein. Cherki, Gouiri, Barre, Cacré, tout ça va. Après, donc Cherki,
il reste jeune, donc ça va se faire progressivement. L'année prochaine, il doit être vraiment dans le groupe, dans la rotation. Et par contre, si je dois tempérer sur les autres jeunes, c'est que il y a quand même beaucoup de place. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place dans l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs. Et si nos joueurs importants partent, je pense pas qu'on va vendre non plus tout l'effectif. Je pense pas qu'on va faire partir et Terrier, et Cornet, et Traoré Bien sûr. pour laisser une vraie place aux jeunes. Et si on n'a pas la Coupe d'Europe l'année prochaine, et qu'on doit jouer que le championnat, j'ai peur qu'on ait peu de temps pour les faire jouer. Oui, surtout que quand tu regardes à la limite les 5 jeunes qui aujourd'hui sont les plus prêts à sortir, on les a affichés là à l'écran. On a Pierre Kaloulou qui a quand même 3 arrières droits titulaires devant lui, alors qu'à Milan on lui propose une place de doublure. Donc est-ce qu'il va rester? Pas sûr. Guiri, que tout le monde réclame et que le club continue, on fait venir Kadewere à son poste alors que Guiri a pas eu une seule minute de temps de jeu. On recrute définitivement Karl Toko Ekambi qui va aussi jouer sur le front de l'attaque. Il y a Terrier et on parle en plus de recruter si Dembélé part. Donc quid pour Guiri. Cacré, bon bah voilà, il fait des perfs énormes, mais pas titulaire cette année et aux dépens de joueurs qui ont eu parfois des performances bien moindres. Tout le monde voit où je regarde. Ryan Cherki, bon, peut-être un peu jeune encore pour être un titulaire indiscutable à l'OL, pour le protéger. Et puis Melvin Barr, qui a vu Cornet lui passer devant au poste d'arrière gauche. Donc bon, enfin, je veux bien. Hein, on a des jeunes énormes. J'attends de voir quelle place on va vraiment leur donner, parce que nous, on attend que ça. On attend que ça de revivre une époque à la Rémi Garde, une époque où nos jeunes explosent. Mais non, mais en termes de, en termes de, ce que je veux dire, c'est que l'époque Rémi Garde, au-delà des résultats, parce que les résultats étaient quand même liés au contexte budgétaire. Le contexte de réussir à sortir des jeunes qui ont joué ensemble depuis longtemps, qui lui a permis de construire un effectif et un collectif. À l'OL, depuis Rémi Garde, on a perdu la notion de collectif. On a l'impression d'avoir une somme d'individualités qui fonctionne moins bien collectivement, et l'académie peut apporter ça. Non, je te trouve dur, parce que je trouve que la transition avec Genesio a été très bonne, mais très bonne sur l'ambition du Rémi Gardisme, si je puis me permettre. C'est-à-dire que après Rémi Garde, on a à nouveau notre stade, on a besoin d'ambition. Et là, en fait, on a fait une continuité. Donc, on a quand même vécu des sacrées émotions sous Bruno Genesio. Nos jeunes sont assez performants pour être ambitieux derrière. Je suis d'accord, mais nos jeunes se sont révélés avec Bruno Genesio. Ils ont été mis au devant de la scène avec Rémi Garde et ils se sont révélés avec Bruno Genesio. Et d'ailleurs, les joueurs avaient un amour pour Bruno Genesio qui est assez importante. Hein, quand on t'écoute parler Alexandre Lacazette, Gonalon, Tolisso de Bruno Genesio, il ne cesse de l'encenser. Mais c'est vrai que ce que les supporters reprochaient, c'est de ne pas avoir d'ambition. Et aujourd'hui, est-ce que faire jouer les jeunes, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que faire jouer les jeunes, c'est être moins ambitieux? C'est ça qui est agaçant, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on est toujours un peu ambitieux, mais on est ambitieux de seconde zone, c'est-à-dire qu'on va acheter des joueurs qui nous coûtent quand même très cher. Terrier, 15 millions d'euros, Karl Toko Ekambi, c'est 15 ou 20 millions, hein, arrêtez-moi si je dis des bêtises, alors que juste derrière, justement, on a des jeunes qui, pour moi, devraient aussi être mis en avant. Donc en fait, ce qu'on ne comprend pas en ce moment, c'est surtout la politique. Voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que soit effectivement, tu fais confiance aux jeunes, sauf que dans les 5 que tu viens de citer, il y en a 2. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, l'entraîneur n'a pas trop eu le choix. Il y a eu une telle pression populaire et surtout les peu de fois où on leur a donné confiance à Cacré et à Cherki, ça a été assez incroyable. Mais les 3 autres que tu viens de citer, pour moi, l'exemple avec Bard était criant. Quand tu mets Cornet à la place, tu te dis putain, c'est quand même rageant, quoi. Donc aujourd'hui, on a un peu ce qu'on mérite. C'est-à-dire qu'on a mis Rudy Garcia et Rudy Garcia ne connaît pas on va dire la philosophie OL, chose que connaissait, et tu peux reprocher ce que tu veux à Genesio, mais Genesio connaissait parfaitement la philosophie OL. Il n'avait pas la stature, mais il la connaissait, la philosophie. Et derrière, Rudy Garcia, il fait quoi? Il fait du Rudy Garcia. C'est-à-dire qu'il va renforcer son effectif, il va s'appuyer sur des marchés. Il a toujours rêvé de recruter Karl Toko Ekambi, de ceux qui ont envie de faire, même si on dit que c'est pas lui qui est à la baguette. Donc c'est vrai que non seulement on n'est pas ambitieux, mais en plus on fait pas appel aux jeunes. C'est là où c'est rageant, quoi. Et c'est là où tu te dis, qu'est-ce que ça va être la saison prochaine, quoi. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'on peut faire une comparaison avec le petit Abraham à Chelsea, où
ils l'ont mis quand même dans le grand bain dans une situation critique pour Chelsea et au final il a fait le travail quoi. Il a quand même mis 2 gros attaquants sur le côté. Mais qui a fait ça? Frank Lampard. Voilà. Lui, il a du picou dans ses veines, tu vois ce que je veux dire? C'est un type, il sait de quoi il parle, comme Juninho. Quand Juninho, moi, à aucun moment je doute de son amour et de la façon dont il a envie de faire avancer notre Olympique Lyonnais. Je le vois sur les peu d'images que l'OL nous a données, c'était quand même impressionnant. Il est présent, voilà, il est présent. Ensuite, voilà, revient les débats toujours permanents sur est-ce que Rudy Garcia était un bon choix. Moi, j'ai la réponse à ma question, mais c'est moi qui l'ai posée, donc ça n'intéresse pas grand monde que j'y réponde. Mais voilà. Non, mais on est assez d'accord avec toi. Je pense que on est tous conscients que Garcia est pas forcément un profil. On a du mal à voir en quoi Garcia était un profil OL. En plus, je me souviens très bien de sa conférence de presse à son arrivée où il nous garantit qu'il est venu avec quelqu'un spécialement pour venir voir les jeunes en la personne de Claude Fichot. On a du mal à voir comment. Je pense que Claude Fichot doit s'être perdu dans les traboules lyonnaises parce que. Je sais pas, il rentre pas les infos. Oui, non, mais c'est de la com. On en avait parlé, c'est de la communication. Rudy Garcia est très bon. Il a compris que pour séduire l'OL, il fallait vraiment qu'il soit totalement en connaissance de cause des joueurs de Lyon et tout. Voilà, il a fait sa com. Comment dire, c'est normal qu'il le fasse. Après que sur le papier, on savait très bien que Garcia allait pas avoir le feeling que pouvait avoir un Rémi Garde ou un Genesio. De toute façon, on s'en était douté. Maintenant, après, est-ce que dans un an, est-ce qu'il va comprendre s'il reste, est-ce qu'il va comprendre qu'il faut s'appuyer sur les jeunes? À voir, parce qu'il est au final, c'est possible qu'il change d'avis quand on voit Cherki et Cacré, quoi. Lui aussi, après, il est avec les joueurs tous les jours. Si on peut tempérer un peu, c'est vrai que il arrive dans un contexte particulier cette année. Pour une fois, je vais défendre Rudy Garcia, mais quand il est en mission, il faut remonter sur le podium au plus vite. C'est pas le moment idéal pour lancer des jeunes, peut-être. Après, quand il sort 2 mois après son arrivée, qu'il connaît pas vraiment Melvin Barr, qu'il voit pas s'il est bon ou pas, c'est des déclarations qui peuvent sembler bizarres. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est que. Et donc, en mission podium, tu trouves qu'il a accompli sa mission? Bah non. Ah non, il l'a pas accompli. Non, mais en plus, il l'a pas accompli. La logique non, mais est je te rejoins. Ce que je veux dire, c'est que tu dis il est en mission pour remonter sur le podium. Donc, comment lui en vouloir de pas faire jouer les jeunes? Bah, on lui en veut. Parce que non seulement il fait pas jouer les jeunes, mais en plus il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Et en plus, et au-delà de ça, c'est qu'en plus il y a des fois où il a préféré des joueurs dézonés complètement, corner arrière gauche à la place de Melvin Barr, sans avoir pris la peine d'aller voir Melvin Barr. Je te dis, c'est quand même. Enfin, dans la gestion, c'est tout sauf une marque OL. D'un marque OL, tu vas voir les jeunes. Quand t'as un problème à ce poste-là, où t'as Koné qui est blessé pour longue durée, Marshall qui enseigne les cartons rouges, tu te dois d'aller voir ce que t'as en réserve plutôt que réinventer le poste de cornet. Enfin, c'est là qu'il est pas bon, et c'est là que pour moi, ça relève de la faute professionnelle. La faute professionnelle, non, il fait du Rudy Garcia. Oui, il fait du Rudy Garcia. On a recruté un entraîneur pour faire du Rudy Garcia et il nous a fait du Rudy Garcia. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu attention, moi, Rudy Garcia, une nouvelle fois, fait partie quand même des très beaux palmarès du football français. Ce qu'il a fait à Lille est assez remarquable. Ce qu'il a fait à l'AS Rome est incroyable. Il a mené Marseille en Europa League. Bravo. Mais pose la question à Eden Hazard de savoir si il garde un souvenir incroyable de Rudy Garcia. Non. Pose la question de sa fin de contrat avec l'AS Rome, ça s'est très mal passé. Bah oui. À Marseille, on l'a suivi. C'est là où c'est gênant. C'est-à-dire qu'on a pris Rudy Garcia en se disant il va faire un boost pour au moins les débuts. On fait un contrat sur court terme, c'est-à-dire on fait 1 an et demi de contrat, et au final, la mission n'est pas accomplie. Donc là, la vraie question, c'est est-ce que Rudy Garcia restera à l'OL? Et je pense que s'il y a bien quelqu'un qui a aidé Rudy Garcia, c'est ce confinement, parce que sur quels critères il peut être licencié? Il a dit mais j'ai pas fait mes preuves. Voilà. Ouais. En tout cas, on verra pour ces jeunes de formation l'année prochaine. L'avenir nous le dira. On va parler d'un autre sujet. C'est une actualité de la semaine. C'est l'investissement au sein le possible investissement au sein de l'Olympique Lyonnais, un investissement étranger. Jonathan, est-ce que tu peux un peu nous expliquer là, ce qui s'est passé cette semaine? Ouais, en effet, il y a 2 jours, il y a Alexis Bernard, donc journaliste Audisport, un journaliste qui, on va dire, a tendance à être de plus en plus crédible, on va dire, dans la sphère médiatique du football. Et en fait, il expliquait dans cet article-là que
il y avait des investisseurs dans les Émirats Arabes Unis qui aimeraient investir dans le football français pour concurrencer le Qatar et le PSG. Et donc, l'un des clubs qui cocherait toutes les cases, ça serait l'Olympique Lyonnais. Donc, il expliquait même qu'il y avait apparemment un mandat dans un cabinet d'avocats parisien, un mandat pour faire des partenariats financiers, donc à l'effigie de l'Olympique Lyonnais, à destination donc d'investisseurs émiratis. Donc en fait, c'est une info qui fait écho à un tweet de Jordan M. Choco, je crois, il y a 2 mois en arrière, qui expliquait exactement la même chose, qu'il y avait un mandat de vente à l'effigie de l'Olympique Lyonnais. Alors, faut quand même prendre de la hauteur sur tout ça. Ça veut pas dire que le club est en vente. Ça peut vouloir dire que l'OL cherche des partenaires financiers. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut se pencher. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut nous surprendre qu'à moitié, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près 8 ans en arrière, l'OL s'était rapproché des Émirats Arabes Unis via notamment le recrutement d'un joueur, c'était Hamdan Al-Kamali, qui était un joueur émirati, un jeune joueur, qui avait intégré donc, la réserve de l'OL. Et donc, ça avait permis à l'OL de se rapprocher un petit peu de ces investisseurs-là. Donc, du coup, c'est quand même une relation qu'il y a entre l'OL et les Émirats Arabes Unis qui date quand même déjà de nombreuses années. Et puis, bah, forcément, là, on vient de signer un partenariat avec Fly Emirates pour le maillot. Donc, forcément, on est visiblement en plein dans des négociations avec cet état-là. Donc forcément, on est en droit de se poser des questions sur qu'est-ce que veut faire l'OL concrètement avec ces investisseurs-là. Est-ce que c'est pour accueillir un investisseur minoritaire? Est-ce que c'est plus? Est-ce qu'il y a des ambitions de formation ou quoi que ce soit? Alban, qu'est-ce que tu en penses de ça, Quand l'OL est géré comme une entreprise et qu'une entreprise a toujours besoin d'argent. Tout le monde connaît le Club des 100, mais quelle est l'origine du Club des 100? C'est que quand Jean-Michel Aulas est arrivé à l'Olympique Lyonnais, il a contacté les 100 plus grosses entreprises de la région en demandant aux 100 plus grosses entreprises de la région d'aider l'Olympique Lyonnais à grandir. Et Aulas, aujourd'hui, c'est un club des 10 000 qu'il fait, parce qu'il demande à toutes les entreprises d'aider l'Olympique Lyonnais à grandir, et il a raison. Parce que si l'Olympique Lyonnais en est là aujourd'hui, c'est grâce de MDA à Fly Emirates qu'il faut féliciter tous nos partenaires. Donc voilà, il n'y a pas de petits partenaires, que ce soit Moreto qui habille, MDA ou Fly Emirates. Donc non, moi je dis, si un jour il devait y avoir un gros investisseur, j'irais plus du côté de la Chine pour un rachat. Mais c'est toujours très bien de voir que la marque OL se vend. Et je trouve une nouvelle fois que c'est assez incroyable, et bravo à ceux qui ont signé le contrat, qu'on passe de Hyundai à Fly Emirates. C'est très très bien joué, surtout quand on connaîtra jamais vraiment les chiffres, mais ils sont assez gros, quoi. Oui, puis ça suit la logique de développement international que veut l'OL. Enfin, la venue de Tony Parker, on sait aussi qu'elle était là pour ça. C'est la volonté de visibilité internationale. Oui, la voilà, venue de Tony Parker, c'est surtout, je pense, une passation présidentielle qui peut un jour avoir lieu. Et, oui, quand il signe sa place de partenaire avec l'OL, il parle aussi du marché chinois, du marché américain qui a vu le jour avec OL Reign, qui a permis d'acheter la franchise. Enfin voilà, on sait que c'est aussi la visibilité internationale de Parker qu'on prend, au-delà du successeur de Aulas. Non, et puis on veut faire un Barcelone à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait le parc OL résonne comme un parc avec du tennis, du basket, du foot. On va même pouvoir faire du surf bientôt, acheter des glaces ou je ne sais quoi. C'est du business. Faut pas critiquer le business parce que sans ça, pour moi, Jean-Michel Aulas était un visionnaire et t'as oublié le e-sport en plus. Oui, non mais bravo, moi je dis bravo à lui, très sincèrement, moi je suis très admiratif, j'ai eu la chance, moi j'étais stagiaire à l'Olympique Lyonnais à la direction commerciale et événementielle, j'ai vu Jean-Michel Aulas faire à l'époque et j'admirais déjà on va dire l'homme d'affaires, mais en plus, en l'ayant côtoyé, on ne se souvient évidemment pas de moi, mais en l'ayant côtoyé en tant que jeune stagiaire de 18 ans à l'époque, 19 ans, j'ai vu que c'était un grand monsieur du business, quoi. Voilà. Mais comme tu disais, Antoine, ça suit la stratégie de déploiement à l'international, c'est-à-dire que on l'a vu,
Il y a Tony Parker qui se rapproche des États-Unis, qui va rapprocher du moins l'OL des États-Unis. On a cet investisseur chinois IDG, qui est un investisseur minoritaire qui détient 20% du capital. Mais mine de rien, c'est une façon d'être visible en Asie et particulièrement en Chine. Mais on a également un centre de formation qui a ouvert au Brésil à Redende. On a également un centre de formation au Sénégal, le Dakar Sacré-Cœur. On est également présent via des centres de formation au Liban et au Vietnam. Donc finalement, quand on regarde, l'un des seuls endroits où on n'est pas présent encore... C'est en Ligue 1, non? Non, c'est au Moyen-Orient. Il n'y a qu'en Ligue 1 qu'on n'est pas présent. C'est ballot. Ils viennent nous faire rêver avec des trucs incroyables. Et en Ligue 1, on n'est même pas présent sur la première partie de tableau, quoi. Putain. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que c'est incroyable, mais n'oublions pas que ça reste du foot. C'est d'ailleurs le principe de mon documentaire amateur, c'est que tous les professionnels sont avant tout des amateurs, et l'amateurisme, c'est pas quelque chose de négatif. Le monde amateur est un monde incroyable, c'est des types qui se lèvent tous les dimanches matins pour aller faire un foot, même en décembre, c'est des préparateurs physiques, c'est des bénévoles, donc voilà, il faut pas oublier aussi que l'Olympique Lyonnais, avant d'être une incroyable entreprise comme elle l'est aujourd'hui, c'est aussi et avant tout un club de foot, donc remettons un petit peu l'église au milieu du village, et c'est peut-être un peu ce que reprochent les supporters ces derniers temps, c'est que les chiffres, ils sont magnifiques, hein, ils les tweetent très souvent. Et en plus, on a l'impression, dans ce cycle-là, qu'à chaque fois que tu vas arriver au bout de quelque chose, au bout d'un investissement qui va enfin te permettre de passer dans le sportif, il y a un nouveau projet qui arrive, un nouveau montant de dépenses. Enfin, tu vois, moi, c'est un peu l'impression que j'ai avec la salle. Dans la vie, hein. La salle, c'est un beau projet. Mais tu vois, tu disais, d'ici 1 ou 2 ans, on avait terminé de rembourser le crédit du stade en lui-même, parce qu'on parle pas des frais de fonctionnement qui sont ajoutés et ainsi de suite. Mais le crédit du stade arrivé à son terme, tu dis, enfin, on va voir le jour, on va profiter de l'argent pour le sportif, et bim, il y a la salle qui sort, et tu sais que tu vas t'endetter sur 2023, 2024, 2025, et qu'avant, tu vas pas avoir l'argent dans le sportif, quoi. C'est le gros poil qui s'endette, donc alors attention, hein, l'endettement immobilier et l'endettement de joueurs n'est quand même pas la même chose, hein. Oui, c'est pas le même niveau de montant, voilà, mais c'est quand même de l'argent que tu dois sortir par le sportif, oui, c'est pour de autre l'argent chose. Qui se capitalise bien mieux. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on pourra encore en débattre, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, reparlons de temps en temps aussi de foot. Mais ce serait bien. Enfin voilà, moi j'aimerais bien que les 80 millions, même si on est d'accord que c'est pas les mêmes capitaux, mais j'aimerais bien que l'énergie qu'on mette à dépenser dans le développement d'OL Valley, parce qu'il faut l'appeler maintenant, il y en a une partie qui soit plus, il y en a une plus grosse partie pour le sportif, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Regarde Marseille cette année, ils ont fait all-in sur le sportif, et au final ils joueront même pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils n'ont pas les finances. Donc, on va pas rêver trop vite. On va espérer que. Non, on n'est pas là pour être médisant. Mais ce que je veux dire, c'est que le foot, c'est de l'économie, et que si on fait n'importe quoi comme Marseille a fait n'importe quoi, on s'expose à des dettes. Donc voilà, c'est tout. Donc l'un ne va pas sans l'autre, mais ça serait bien de temps en temps qu'on arrête d'avoir des communiqués qui sont trop sur le fait que nos chiffres sont exceptionnels, mais que notre classement est pitoyable. Mais voilà, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et c'est vrai que je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer le football au business, parce que les nouveaux investisseurs potentiels, ils sont attirés non seulement par le sportif, mais aussi par tout ce qu'il y a autour. Et si on reparle de la meilleure période sportive de l'OL, le transfert de Sonny Anderson, par exemple, il vient parce qu'il y a un nouvel actionnaire. Ces nouveaux actionnaires, ils sont là pour mettre de l'argent. Exactement. Et si on peut les attirer avec des perspectives comme ça, à terme, c'est une bonne chose. Après, évidemment, on voudrait tous que ce soit mieux sportivement, quitte à être un peu moins bon financièrement. Ah non, bien sûr. 100% d'accord. Mais et c'est pour ça d'ailleurs que moi on critique Jean-Michel Aulas, parce que peut-être sa com n'a pas été bonne, mais on comprend là l'homme d'affaires qui est effaré par ce qui vient de se passer en Ligue 1, quoi. On peut parler du confinement, mais voilà, là on empêche une entreprise de travailler jusqu'en septembre, donc les aides d'État là elles marchent pas pour les clubs de foot. Donc c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Puis alors quelle est la valeur d'un joueur qui va pas jouer pendant 6 mois? Ça aussi c'est assez fou. Donc non, moi on va voir comment les autres clubs s'en sortent, mais si ça se trouve on va être très content d'avoir un bon EBITDA. c'est ça, mais bon, enfin voilà, moi le fameux FC EBITDA. Va se passer.
On va en parler d'ailleurs de ces sorties ces sorties médiatiques pardon, de Jean-Michel Aulas en comparaison avec celles de Jacques-Henri Hérault. Je sais pas si Alban t'as entendu un peu là les paroles qui sont sorties, et comme quoi Jacques-Henri Hérault avait parlé d'impeachment quand même quoi. On parle d'un grand mot. Alors qu'est-ce qui se passe entre les deux là? Est-ce que c'est une vraie discorde? Est-ce que c'est une guerre d'ego comme il y avait eu avec Vincent Labrune? Qu'est-ce qui se passe, Alban? Ce qui se passe c'est très simple, c'est que Jacques-Henri Hérault adore faire des PowerPoint, adore parler et utiliser des mots anglais parce qu'il fait partie de ces Français qui pensent qu'en utilisant un mot anglais, ça va rendre sa plus intelligente. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait appelé ça le Champions Project. On voit ce que ça a donné. Et là, il ose parler effectivement d'impeachment, qui est tout simplement qui veut dire une destitution. Et qui est un mot qui est ressorti cette année, notamment par rapport à Trump, où on tente de le destituer. Voilà, c'est de l'anglicisme de bas étage. Vie de ce président de l'Olympique de Marseille sera équivalente à la durée de vie on va dire d'une chasse d'eau, quoi. C'est-à-dire que le temps qu'on tire la chasse et que ça s'évapore, quoi. Voilà. Donc non, moi je trouve qu'il faudrait avoir beaucoup plus de respect pour le président qu'est Jean-Michel Aulas, c'est ce qu'il a construit, et arrêter de vouloir se placer. Moi, j'ai bien aimé l'une des phrases de Jean-Michel Aulas. C'est marrant, moi la ministre des Sports, je la vouvoie et je l'appelle Madame la ministre, alors que lui il la tutoie. Voilà, ça montrait un petit peu le niveau de ce parisianisme. C'est marrant que moi les Marseillais me font rire, quoi. Ils critiquent le Paris Saint-Germain avec ils disent le QSG, mais là peut-être que l'Arabie Saoudite va racheter Marseille. Alors là ils seraient comme des fous, ils seraient tous contents. Mais ce sont les gens les plus qui se contredisent en permanence. Et Vincent Labrune et Hérault sont deux Parisiens qui ont été installés à la tête de l'Olympique de Marseille, qui ne connaissent rien à l'Olympique de Marseille et qui adorent faire du parler bruit de choses dont ils ne maîtrisent pas. Écoutez, qu'ils critiquent Aulas, c'est de bonne guerre, parce qu'il a une place. Ils ont fait une belle saison cette année, attention, bravo à Marseille. Moi, si on devait parler juste de jeu, bravo à eux, mais par contre c'est pas grâce au président ni au Champions Project, ça serait. Non, mais je pense que ça révèle une vraie lutte de pouvoir au sein de la Ligue. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, c'est un historique. Et puis on sait qu'il avait une certaine influence quand même dans la Ligue. Et il y a toute une flopée de nouveaux présidents qui sont arrivés ces dernières années, dont Jacques-Henri Hérault, et qui ont, je pense, essayé de prendre un peu le pouvoir, d'influence en tout cas. Et on voit que Jean-Michel Aulas, il n'est pas prêt à céder. Donc il y a une vraie lutte de pouvoir. Et on voit que pour le moment, ça a plus tendance à desservir le football français, parce que chacun est déterminé. Sauf que comme tu le disais, Alban, Jacques-Henri Hérault, déjà son avenir est compromis, parce qu'on ne sait même pas ce qui va passer l'été. C'est une bonne question. T'inquiète pas, il finira ministre. C'est vachement paradoxal. C'est paradoxal parce que finalement, il se montre comme finalement un des leaders de la Ligue, mais il peut partir du jour au lendemain. Donc, un leader, rien du tout. Le dernier grand président de Marseille, et on a une pensée pour lui. C'est Pape Diouf. Même en tant que Lyonnais, c'est Pape Diouf, qui était un président incroyable, qui a réussi à remettre l'OM sur le devant de la scène. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé nous voir Didier Drogba à l'époque à l'Olympique Lyonnais. C'est grâce à Pape Diouf, qui est devenu président et qui était l'agent de joueur de Drogba, qu'il a eu cette destinée. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les présidents qui se sont succédés. Et en plus, pas avec je rejoins Joe, on ne sait même pas s'il va passer l'été. On voit Aulas l'a très bien recadré sur cet article où on apprenait que Hérault voulait débouter Aulas de sa place de président de conseil des présidents de la Ligue 1 là. Collège de la Ligue 1. Voilà, chercher le terme. Et Aulas l'a recadré en disant qu'il ferait mieux de s'occuper de son vestiaire, puisqu'en plus on a vu que, même dans son vestiaire, il était pas vraiment très respecté et que les footballeurs lui demandaient de plus y mettre les pieds à partir du moment où il gagnait, tout allait bien. C'est quand même la preuve que Jacques-Henri Hérault, il est très loin de maîtriser les choses à Marseille. Et on attend de voir effectivement, comme le disait Joe, financièrement, si Marseille est éliminé de la Ligue des Champions pour cause financière. Je pense pas que Jacques-Henri Hérault passe cette épreuve-là. Exactement, on leur souhaite pas, très sincèrement. Moi, je suis pas là pour souhaiter du malheur à qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut avoir un peu de respect pour les anciens. Quand on voit la façon
dont le fils Nicolas parle de Jean-Michel Aulas, il est beaucoup plus respectueux et il sait de quoi il parle. Hein. Il a suivi son père, il a aussi ce cœur de Lyonnais un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut voir. Moi, ça me fait beaucoup rire que les Marseillais s'excitent autant cette année. Moi, je pense que la plus belle recrue du mercato marseillais, c'est Andrés Villas-Boas. Et on va voir s'ils vont être capables de le retenir s'il a une enveloppe budgétaire comme ça. Donc, non, moi je dis, ce sont les... on est tous des supporters, donc c'est vrai qu'on est à tout ça, mais en principe, les gens sont de passage dans un club. Et Aulas, lui, a carrément construit a continué à construire l'histoire de l'OL, donc il faut avoir un petit peu de respect pour ça et surtout de voir il sait de quoi il parle. Quand on voit que la Ligue vient de faire un crédit de 260 millions d'euros, ça va faire mal aux fesses. Oui, surtout qu'un crédit, c'est bien différent. C'est ce que certains ont du mal à accepter du côté de Marseille, mais un crédit, dans le bilan comptable, c'est pas du tout la même chose que quand c'est une recette du droit TV. Enfin, voilà. Il y en a un, c'est de l'endettement, et l'autre, il faut pas croire que c'est la Ligue qui va régler l'addition à la sortie. Hein. Ce sera soit prélevé sur les droits télé des saisons suivantes, soit Exactement. remboursé par les clubs de façon annuelle ou mensuelle. Enfin voilà, il faut pas s'imaginer que c'est la Ligue qui va payer les droits TV de Marseille. Hein. Exactement. Non, c'est pour ça que ça me faisait rire. Je me suis gentiment pris la tête avec un journaliste sur Twitter qui s'appelle David Aiello, qui moquait Jean-Michel Aulas, qui passait de 700 millions à 900 millions d'euros. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait son travail de journaliste, parce que ceux qui ont annoncé ces chiffres-là, c'est KPMG, hein, c'est pas Jean-Michel Aulas. Oui. Donc voilà, c'est un vrai cabinet d'audit qui a calculé qu'on était autour de 300 à 400 millions d'euros de pertes de TV, sponsor et de billetterie, et qu'ensuite, effectivement, un joueur qui joue pas pendant 6 mois, il perd entre 20 et 30% de sa valeur. Donc l'année dernière, on a vendu pour 830 millions d'euros en Ligue 1. Je sais pas combien de joueurs on va vendre cette année, donc voilà. Que les Marseillais se réjouissent, c'est très bien. Qu'ils fassent la fête tant qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que dans ce contexte, c'est assez surprenant de voir l'opposition quasi unanime qu'il y a eu à l'idée de play-off de Aulas, qui était peut-être un peu exagérée avec le fait que Paris puisse ne pas être champion, mais qui permettait quelque part de compenser ça permettait de compenser aussi une partie des pertes. Et ça permettait de donner de la visibilité aux joueurs. Non, parce que autant Aulas, je pense que dans le fond, il a pas tort. Autant sur la forme, et je rejoins un peu Sidney Govou là-dessus, sur la forme, il n'a pas été bon dans sa communication. Govou a très justement dit que il faut quand même respecter un petit peu ce que dit l'État. Parce que c'est vrai que ce qui est au-dessus de nous, c'est l'État. Ensuite, voilà... Il avait commencé Aulas à faire une première sortie en disant que ça serait bien d'arrêter le championnat à l'année dernière. Donc voilà, il s'est trop contredit, malheureusement, pour ensuite être un petit peu crédible et auprès des autres présidents. Donc c'est vrai qu'on passe vraiment pour des rageux. En même temps, moi, je serais le président du club d'Amiens. C'est surtout là, je ferai la gueule, parce qu'autant Toulouse, ils étaient fichus, mais alors Amiens, c'est quand même honteux. Heureusement que c'est Amiens, quoi, et pas un plus gros club. Mais... Sachant qu'ils ont joué 2 fois Paris, 2 fois Lyon, 2 fois Marseille, Amiens. Et qu'ils ont l'habitude de bien finir les saisons aussi. Il y a une forme d'injustice. Dans tous les cas, personne ne sera jamais content à 100% là-dedans. C'est pour ça qu'au final, qu'on arrête maintenant, c'est pas plus mal. De toute façon, cette année, jusqu'à mi-parcours, on méritait pas mieux. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il va falloir se serrer un peu les coudes. Et si on se serre les coudes, ça veut dire quoi ? Se reposer un petit peu sur nos jeunes. Et ça, nous, on adore ça à l'Olympique Lyonnais, se reposer sur nos jeunes, parce qu'on sait qu'ils ont du talent. Et qui sait, pourquoi pas gagner une petite Coupe de la Ligue, aller encore plus loin en Ligue des Champions. Et puis, mettons-nous à rêver, gagner la Ligue des Champions. Voilà. Mais juste dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi, Alban? Tu l'as pas donné, du coup, ta position sur cette fin de saison. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait reprendre la Ligue 1, il faudrait jouer cette Champions League contre la Juventus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? La position, déjà, c'est d'accepter. Moi, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est indirectement salarié de la LFP. Donc, malheureusement, de temps en temps, quand nos patrons prennent des décisions qui nous semblent injustes, on est obligé de les accepter. Par contre, effectivement, aussi injuste soit-elle, elle est plus juste pour d'autres. Voilà, c'est le principe de l'égalité. Elle n'est pas toujours là. Par contre, il faut accepter que on peut difficilement dire aux gens, on fait une saison blanche et on revient aux positions de l'année dernière, parce qu'il s'est quand même joué les 3 quarts du championnat.
il faut quand même accepter que les 3 quarts du championnat, on n'a pas été bon. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on mérite notre 7e place? Oui, 1000 fois oui. On la mérite amplement, cette 7e place, et que c'est peut-être le temps de remettre un petit peu, de faire un petit coup de ménage dans plusieurs choses, dans notre communication, dans notre approche avec les jeunes. Je trouve que voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Il y a une jolie phrase qui dit « 50 ans sans guerre, pour les francs-maçons, c'est long ». Ben voilà, là, on sort d'une guerre. C'est le moment de faire un petit peu le ménage et de remettre un petit peu les bases. De se rebaser tout ça avec les amoureux de l'OL comme Greg Coupet, comme les Govou, comme les Julinho et de pourquoi pas changer d'entraîneur. Alors, je suis d'accord avec toi sur le principe. Bon, il est salarié de la LFP, ok. C'est les décisions de la LFP, ok. Le seul truc sur lequel je suis d'accord avec Olas, c'est la partialité de cette décision. Quand tu vois que c'est pas une assemblée générale qui a décidé, c'est le comité directif de la ligue. Et quand tu regardes la composition du comité directif de la ligue, c'est quand même des gens qui avaient majoritairement intérêt personnel à ce que la saison ne reprenne pas. Il y avait le président de Marseille, l'ancien président de Marseille, Vincent Labrune, le président de Saint-Etienne. Enfin, il y avait Didier Quillot, qui est le mec qui a placé Jacques-Henri Hérault à Marseille. Il y a quand même, il y avait le président de Paris qui, lui, de toute façon, on s'en fout parce qu'il sait qu'il va être champion et que quoi qu'il arrive, même qu'on reprenne pas, il avait gagné. Donc, il y a quand même dans le processus de décision, je dis pas que la décision est mauvaise, je dis que dans le processus de décision, il y a un problème de partialité. Et ça, là-dessus, il ne peut qu'avoir raison. Là, enfin, il y avait rien de mal à faire une assemblée générale. Non, parce que dans le processus de décision, ils ont dit, on s'en réfère à ce qu'a dit la ministre des Sports, c'est-à-dire pas de football avant août. Voilà. Or, je veux dire, quand on dit pas de football avant août, effectivement, on peut toujours essayer de chercher des systèmes de play-off, de je ne sais quoi. Ça montre que quand même l'État explique plus ou moins qu'on ne pourra pas aller au bout de la saison. Donc là, la Ligue 1 a pris une décision, ce qui pour moi est une mauvaise décision, mais elle a pris une décision. Choisir, c'est renoncer. Elle a pris une décision, mais non pas effectivement en fonction de sa partialité, mais en fonction de ce qu'a annoncé la ministre des Sports, et qui a dit, bon, on va pas reprendre un championnat en août pour tout décaler. Non, on va dire, on arrête, comme ça, on est fixé. C'est terrible, mais au moins on est fixé, quoi. Voilà. Ok. Peut-être qu'en revanche, ils auraient peut-être dû attendre un petit peu avant de donner cette décision, ne serait-ce que pour voir un peu comment ça allait. De toute façon, on peut refaire le match. Par rapport aux autres championnats. Parce que Michel Aulas dit, on refait le match. Voilà. Bien évidemment, la décision, elle est prise. Qu'elle soit injuste, pas injuste ou autre, la décision, elle est prise. Donc maintenant, on va arrêter de passer pour des caliméros. On va arrêter de vous la porter plainte à droite, à gauche, et on va se projeter. On va dire, ok, on est l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'on va faire? On garde l'entraîneur, oui ou non? On propulse les jeunes, oui ou non? Qui on vend? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se projette. On a peut-être une finale de Coupe de la Ligue à jouer. On a un 8e de finale retour de Ligue des Champions à jouer qui peuvent peut-être nous propulser. Voilà, allons chercher des choses positives, parce que des choses positives, nous, on en a. Les Marseillais, ils sont peut-être qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine, mais ils n'ont pas d'argent et ils savent pas avec quel entraîneur ils vont jouer en septembre. Donc, nous, on va quand même essayer de se projeter sur des choses positives, parce qu'il y a du positif à faire. Donc voilà, Calimero, c'est bon. Passons à autre chose et projetons-nous directement sur, ok, est-ce qu'on les vend à voir Depay, Dembélé, avec qui on va se projeter l'année prochaine? Il y a tellement de choses excitantes qui peuvent nous arriver que j'ai envie de retenir le positif. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Je pense que là, il nous a fait une conclusion parfaite. Non, mais c'est exactement ça. On va conclure sur cette super note positive. Merci beaucoup, Alban, pour cette émission. C'était un plaisir de pouvoir parler avec toi. Merci, comme d'habitude, à vous dans le chat d'avoir réagi avec nous tout au long de la soirée. Merci Antoine, Arnaud et Joe d'avoir débattu avec Alban. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Let's Go qui sera en compagnie la semaine prochaine de Margot Dumont, qui est la journaliste de beIN Sport. Bien sûr. Donc elle sera là avec nous. On va parler de l'ère Bruno Genesio. On va parler de Jean-Michel Aulas. On va parler un peu d'OL féminin aussi. On en a peu parlé depuis le début de Let's Go. N'hésitez toujours pas à follow Café du Commerce et à activer la cloche pour être alerté du prochain Let's Go qui sera mardi prochain. Merci à tous, très bonne soirée, à la prochaine. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bonne soirée, à la prochaine.